Merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 3 octobre 2020. Nous recevons avec un très grand plaisir le professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente de Carlenen. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Fatou, bonjour Monsieur Samb, bonjour aux auditeurs et auditrices de Rewmi FM. Merci professeur Amsatou Sow Sidibé. Hassan Samb, bonjour et c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Bonjour Fatou, le plaisir est partagé. Bonjour madame, professeur et bienvenue. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité comme d'habitude dans la rubrique portrait avec la très belle voix d'Elisabeth Diatta. Amsatou Sow Sidibé est née en 1953. En 2012, elle était la première femme candidate à la présidentielle du pays. Amsatou Sow Sidibé est professeure de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où elle est directrice de l'Institut des droits de l'homme. Elle a fondé et a servi en tant que présidente du réseau africain pour la promotion des travailleuses africaines basées à Dakar. Dans ses différents rôles, Sidibé a plaidé diplomatiquement pour la santé des femmes, l'éducation et l'égalité des sexes, aidant à élaborer une législation sur la violence à l'égard des femmes et a orchestré la loi sur la parité des sexes au Sénégal en 2010, qui oblige les partis politiques aux élections locales et nationales à avoir des femmes pour au moins la moitié de leurs candidats. Amsatou Sow Sidibé a déclaré que les femmes parlent de parité partout, même dans la brousse, et a déclaré même qu'elles doivent être au plus haut niveau pour les décisions. C'est important. Elle a fréquenté l'université Paris 2 où elle a obtenu un doctorat en droit et en sciences politiques. Nominée du projet 1000 femmes, prix Nobel de la paix en 2005, elle est militante infatigable de la paix. Médiatrice, elle a contribué à apaiser de nombreux conflits dans le milieu scolaire, universitaire et professionnel. Elle est l'auteur de plusieurs publications parmi lesquelles nous pouvons citer Amsatou 2014, droit civil, droit sénégalais, introduction à l'étude du droit, état des personnes, famille, Dakar Crédila. Elle est également l'auteur de Genre, inégalité et religion, acte du premier colloque interréseau du programme thématique Aspects de l'État, droit et démocratie sous la responsabilité scientifique de Amsatou Sow Sidibé, Paris, édition des archives contemporaines. La présidente de la convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, Carlenen, est aujourd'hui l'invitée du grand oral. C'est avec un grand plaisir que nous recevons professeur Amsatou Sow Sidibé sur ce plateau. Merci Elisabeth Diatta. Des commentaires sur cette présentation, professeur? Je suis Amsatou Sow Sidibé, point. Donc elle a tout dit. Si on comprend, merci d'être là. Nous démarrons, professeur, avec cette situation assez rassurante quand même de la COVID-19. La tendance baissière se confirme davantage. Vous faites partie de ceux qui étaient à Touba. On s'achemine justement vers ces grands événements religieux. Êtes-vous rassuré par l'atmosphère actuelle? Bon, effectivement, j'étais à Touba et j'ai salué le rôle essentiel joué par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il porte son masque au vu et au su de tout le monde et exige de toute personne qui vient vers lui de respecter les mesures barrières. Le gel est là, l'eau est là, et je trouve que c'est extraordinaire que les chefs religieux puissent jouer ce rôle de sensibilisation pour lutter contre la COVID-19. Maintenant, les populations sont ce qu'elles sont. Il y a des populations, il y a des personnes qui sont réfractaires aux suggestions de manière générale. Donc, il y a des personnes qui ne portent pas le masque. Mais ce que je veux dire, c'est que le Sénégal aussi semble bénéficier d'une certaine chance. Parce qu'on ne peut pas voir la population, une bonne partie de la population, sans mesures barrières et qu'on arrive à un résultat extraordinaire. Ces jours-ci, nous sommes à 20, 30 cas positifs. C'est une aubaine. Mais je veux dire que c'est le moment ou jamais pour les pouvoirs publics d'insister davantage pour que les mesures barrières soient respectées. Pour l'instant, ça baisse. Mais ailleurs,
eh bien, il y a une forte reprise, une deuxième vague sérieuse de la pandémie. Et nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne savons pas jusqu'à présent par quelle chance, eh bien, nous arrivons à ces beaux résultats. Évidemment, j'en profite pour féliciter surtout le corps médical qui a joué un rôle fondamental. Je dis chapeau au corps médical. Mais pour féliciter aussi la presse. Parce que vous avez joué un rôle de sensibilisation fondamental. Et toute personne aujourd'hui qui respecte les mesures barrières et fait respecter les mesures barrières, eh bien, doit vous féliciter et vous encourager. Évidemment, tous les acteurs aussi, tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que cette pandémie ne prospère pas. Encore une fois, le moment est... On est au temps où il faut un respect beaucoup plus absolu des mesures barrières. Nous ne sommes pas encore à l'abri d'une situation difficile. Mais en tout cas, pour le moment, Dieu merci, nous disons Dieu merci. Hassan? Oui, madame, bonjour. Vous avez évoqué ce miracle africain par rapport à la Covid, parce qu'on prédisait des millions de morts. Là, vous avez répondu à la question. Mais tout de même, la Covid aussi a mis en exergue la faiblesse de notre système sanitaire et peut-être un problème de priorité par rapport à nos politiques publiques. Et peut-être que vous souhaiterez lancer un appel à ce niveau-là, qu'on ait quand même un système sanitaire solide, hein, des hôpitaux à la dimension de l'aspiration des Africains, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce que je souhaite, que j'ai toujours souhaité et que j'ai dit dès l'abord, c'était qu'il faut un renforcement de notre plateau médical. Mais je dis et je répète que nous avons en matière médicale, de santé, des personnes ressources de qualité, à quelque niveau que ce soit. Cela dit, il faut appuyer ce corps médical par un plateau beaucoup plus riche, des moyens, des infrastructures, un respect absolu vis-à-vis de ce corps médical. Mais je disais, moi, quand le président de la République nous a reçus au début de la Covid-19, qu'il fallait un développement sanitaire endogène. Nous n'avons pas besoin de tout importer à l'extérieur. Il y a un minimum de produits pharmaceutiques que nous devions pouvoir avoir, n'est-ce pas? Relancer l'industrie pharmaceutique. Nous avons les personnes ressources ici. Il y a des experts en industrie pharmaceutique dans notre pays. Il y a des experts en recherche dans le domaine de la santé, dans le domaine des médicaments. Mais il nous faut utiliser ça. Il nous faut utiliser ça et éviter de tout exporter, même d'exporter de l'aspirine. Ça, c'est inadmissible. De l'alcool, des masques. Je me suis battue pour les masques. En disant, dès le début, il ne fallait pas qu'on attende. La faculté de médecine recelait de compétences qui pouvaient nous montrer comment faire des masques de qualité. Des masques de qualité, ça a été fait d'ailleurs. Nous sommes allés les rencontrer au niveau de la faculté de pharmacie qui nous ont montré des prototypes de masques infaillibles. Donc, heureusement que ça a été utilisé par certains pour qu'on ait des masques. Donc, tout peut être fait. Pratiquement tout peut être fait ici. Nous pouvons nous faire accompagner de temps en temps. Mais les ressources humaines de qualité sont là. La réflexion, elle est là. Donc, il faut qu'on en profite. C'est ça. Et le président de la République a fait des promesses à ce propos, lors du dernier conseil présidentiel. Sur la relance de l'économie, il a promis de faire de la santé, en tout cas une priorité. Et en tout cas, parmi les priorités, et même Touba aura peut-être son hôpital. Et peut-être il y aura d'autres hôpitaux ailleurs. Et je pense que... Alors moi, justement, quand j'ai écouté le dernier conseil présidentiel, j'ai remercié le chef de l'État.
parce qu'il nous a invités à sa rencontre au début de la Covid. Nous lui avons fait des suggestions. Je lui avais fait des suggestions très fortes sur le développement endogène dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, dans tous les domaines. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il prend cela en charge. C'est tout ce que nous demandons. Que les idées que nous pensons positives pour la population, eh bien, soient acceptées et valorisées. Donc, sur ce plan-là, je pense que ça, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous lui avez suggéré et que vous avez retrouvé dans le plan de relance? Tout ce qui est développement endogène. Tout, sur tous les plans. Sur le plan agricole, sur le plan pharmaceutique, sur tous les plans, disons, sur tous les plans. Et je vois que le dernier conseil présidentiel prend cela en charge. C'est comme ça. Ce Sénégal doit être ce pays uni où tout le monde donne son avis, fait des propositions. C'est ça qui nous permet d'avancer. Donc, vraiment, je pense que ça a été positif. Hein, est-ce à dire qu'il vous écoute enfin et que maintenant les nuages se sont dissipés dans vos relations? Mais il m'a toujours écouté. Ah, ça, tous les présidents, depuis le président Abdou Diouf, Senghor, bon, j'étais très jeune, mais le président Abdou Diouf, vers les années 98, depuis les années 97-98, jusqu'à au président Abdoulaye Wade. Vous avez commencé à enseigner. Oui, et que je parlais. Parce que ils savent, jusqu'au président Macky Sall, ils savent que ce que je dis provient de réflexions poussées. Et ce que je dis est objectif, basé sur la vérité, sur la sincérité. Et c'est quelque chose qui peut valablement profiter aux populations. Ne pas m'écouter, c'est faire perdre aux populations. Et je crois qu'ils s'en rendent compte. Donc le président Macky Sall m'a toujours écouté, hein, il m'a toujours écouté. Mais c'était les formes de l'écoute qui posaient problème. Qui posaient problème. Alors, Hassan disait tout à l'heure que les nuages se sont dissipés. Qu'en est-il justement de vos relations avec le président Macky Sall, dont vous avez été conseiller? Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai toujours dit ce que je pense qui doit pouvoir être dit. Depuis Abdou Diouf, en passant par Macky Sall, par Abdoulaye Wade, jusqu'à Macky Sall. Mais je n'ai jamais eu des relations heurtées avec ces personnalités-là. Je vais vous raconter. En 1998, c'est le président Abdou Diouf qui était donc au pouvoir. Absolument. J'ai fait animer une émission en toute vérité avec votre collègue Daouda Ndiaye. Et j'ai parlé du droit foncier, de la question foncière et de la loi sur le domaine national. Parce qu'il y avait cette tentative de privatisation des terres au Sénégal. J'ai dit, mais c'est dangereux. Les terres risquent d'appartenir à quelques Sénégalais en mettant en rade l'essentiel de la population. Le lendemain matin, il y a un ami qui me dit, mais yo, Abdou Diouf, c'est comme ça qu'il a utilisé. Je lui dis, mais pourquoi? J'ai rien dit que ce qui est bon pour les populations, donc bon pour lui. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Non, mais attends. Le lendemain ou le surlendemain, on m'appelle pour me dire que le président Abdou Diouf veut vous recevoir. Et il m'a dit, j'ai apprécié votre émission. Ah, voilà. Tout le contraire de ce qu'on avait prédit. Le président Abdoulaye Wade, la même chose. Il y a eu une sorte de clash en 2001 à propos de la Constitution. Quand il s'est fâché contre moi devant tout le monde. Oui. Mais je rappelle que dès le lendemain matin, le président Abdoulaye Wade avait eu cette grandeur de m'appeler et de dire vraiment ce qui s'est passé hier, etc. Et on a travaillé ensemble sur cette constitution. Bon, avec Macky Sall, chaque fois que je dois lui dire ce que je pense qui est bon, je le fais. Mais on n'est pas des ennemis, loin de là. Non. D'accord, d'accord. Alors, vous me demandez à propos du foncier aujourd'hui.
Alors, à propos du foncier aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est exactement ce que j'avais prédit. Ça fait longtemps maintenant. C'était du temps où le président Famara Ibrahima Sagna était au Conseil économique et social. J'avais produit un article sur la loi sur le domaine national, en alertant attention à ce vent de privatisation des terres qu'on observe. Parce que on ferait du paysan dont les arrière-parents étaient sur la terre, mais des ouvriers agricoles. Et quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, eh bien, s'imposerait, serait le propriétaire, et ça crée des conflits graves, comme ça s'était passé au Salvador. Guerre civile. Alors là, je vois que c'est du n'importe quoi qu'on voit en matière foncière. Ce qui se passe dans le domaine foncier, l'escroquerie foncière, la boulimie, on a faim. C'est comme si on mangeait la terre. Voilà, ça, il faut faire attention avec. Il faut passer par les voies légales. Et la loi sur le domaine national, je le dis, je le répète, était une bonne loi. Était, vous avez dit? Oui, au moment de sa conception. De 64. C'est une loi de 64, sous le président Senghor, qui a voulu donner, ressusciter, ou en tout cas maintenir certaines valeurs positives traditionnelles africaines, où la terre appartient à tout le monde. Nos ancêtres sont encore sous la terre. Dans le présent, on jouit de la terre. Demain, quand nous ne serons plus là, nos enfants pourront en jouir, et nos petits-enfants. C'est ça, la loi sur le domaine national. Et quand maintenant, oui, de cette loi aujourd'hui, il y a même des étrangers qui viennent acheter une quote-part. Je dis bien, une quote-part, par exemple, un quart du Sénégal, un huitième du Sénégal. Mais c'est grave. On peut venir acheter tout le Sénégal. On parle de 7% des terres arables sous Ablaye Wade ont été achetées par des étrangers. 7%. Alors, ça avance, hein. Et si nous n'y prenons garde, et quel est le pays qui se respecte et qui peut accepter cela? Que les étrangers viennent acheter toutes les terres de notre pays, le Sénégal, qu'est-ce que nous allons faire? C'est interdit dans certains pays, comme la Russie, on ne peut pas acheter quand mais ils ont raison. Ils ont raison. Parce que, évidemment, comment je vais le dire, cette gouvernance, elle doit être patriotique. La gouvernance doit être patriotique. Et c'est valable pour le développement endogène. Ce développement endogène ne doit pas permettre ce qui s'est passé dernièrement, où 6% de croissance, eh bien, ceux qui en ont profité, ce n'étaient pas les Sénégalais, mais des étrangers. Absolument. Le PIB. Et alors, ça pose problème. Il ne faut pas que dorénavant, quand nous aurons une croissance, parce que le dernier conseil présidentiel parle de croissance à 2 chiffres, 13% en 2022. Nous souhaitons que ça arrive. Mais si ça arrive, eh bien, il ne faudra pas que ce soit les étrangers qui en profitent. Absolument. Alors, si Fatou le permet, justement, comme on parle de terre, il y a cette affaire douloureuse des militaires déguerpis au niveau de Terme Sud au niveau de Ouakam. Le souci que nous avons, c'est que justement, ces gens-là qui ont servi le Sénégal pendant longtemps et qui ont été là pendant au moins 40 ans, cela crée une sorte de droit acquis, comme je l'ai écrit quelque part. Le fait de les déguerpir comme ça, de les jeter à la rue, ça pose un sérieux problème. Ben oui. Alors moi, j'ai ramassé en bas, là, en montant, ce journal où vous avez écrit magistrature, armée, presse, les mythes s'effondrent. Il fallait y ajouter enseignement. Oui, de quelque niveau que ce soit, élémentaire, secondaire, universitaire. Absolument. Vous savez, dans une république, quand les jambes, c'est-à-dire les piliers
s'écroule, la République s'écroule avec. Naturellement. Donc, l'armée, la grande muette qui ne parle pas mais qui souffre, eh bien, la grande muette, il faut lui rendre ce qu'elle mérite. Absolument. Elle défend la nation dans tout au long de ses frontières et même à l'intérieur. Parce qu'on parle d'armée-nation. Absolument. Eh bien, cette armée, il faut lui rendre ce qu'on doit lui rendre. Absolument. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Cette armée, il faut évidemment lui rendre tout le respect. Alors, ces familles qui ont vécu 40 années durant sur ces terres, Vraiment. un beau jour venir avec un bulldozer, avec des forces de défense et de sécurité. Je dis bien, je pèse mes mots. Des collègues, quoi, en fait. Pour les faire sortir, pour toroxal famille, ça fait mal. J'en souffre. Ça fait mal. Il aurait fallu leur trouver des alternatives Absolument. douces, sans bruit, dans la soutra. Parce que c'est ça les valeurs. On a tendance à tout mécaniser maintenant. Mécanique. Alors que il y a l'humain. N'oublions jamais l'humain. Avec les valeurs. Avec les valeurs. Sachant toujours que, moi, vous m'excuserez, mais il m'est difficile de parler sans parler de Dieu. C'est important. Dieu nous a forgés. Dieu nous a donné des droits incompressibles, parmi lesquels le droit à l'honneur, à la considération, à la dignité. C'est valable pour tout le monde. Hein? Mais alors, quand on s'est toujours battu pour que l'honneur, la considération, la dignité de tout un peuple soit préservée, c'est le fait de l'armée, et bien qu'un beau jour, on réduise dans cet état les familles de ces forces de défense. 79 au total. Et 79. 79 familles. Des familles, vous avez dit. Des familles. Mais pas les membres de la famille. Ça fait combien au total? Des centaines de... Ça, il faut que... nous demandons au président de la République de réagir très vite, de leur trouver des sites de recasement très vite et qu'on les aide dans la construction, même si c'est des constructions précaires, hein, de ces sites de recasement. C'est un minimum. Sinon, on est en train de mettre... de bafouer l'armée. Alors, ce problème aussi, selon certains, repose celui des logements de fonction que des personnalités qui n'occupent plus ces fonctions-là, qui leur donnaient droit à ces logements, refusent de quitter. Dans son rapport 2018-2019, l'IGE avait même épinglé des personnalités de l'administration pénitentiaire qui occupent des logements qui reviennent actuellement aux régisseurs qui, pour la plupart, n'habitent plus dans ces administrations-là. Ça aussi, ça Vous ça savez, pose problème. sur ce plan-là, il faut régler le problème au cas par cas. Ah oui, c'est des problèmes à régler au cas par cas. Alors, il y a évidemment des institutions où on peut exiger que la personne quitte le logement. Il y a d'autres institutions où il y a eu des bonnes pratiques. C'est-à-dire De bonnes pratiques. Si on prend par exemple l'université. L'université, depuis Senghor, les enseignants sont logés et bien logés. Il y a eu des cités des enseignants. À Fan Résidence, par exemple, où on a trouvé des logements aux universitaires. Absolument. Et surtout ceux qui étaient dans certains niveaux, ces universitaires. Alors, toujours dans Fan Résidence, à côté de la faculté des sciences économiques, par exemple, il y a des personnalités qui ne sont même pas des universitaires qui ont pu acquérir les maisons à très bas prix
qui en ont fait aujourd'hui des palais, sans compter qu'il y a des logements qui ont été vendus par l'État même à des enseignants. Alors, voilà pourquoi je vous dis, tout dépend des cas. Il faut prendre les choses au cas par cas. Ah oui, surtout quand, l'enseignant, l'universitaire, par exemple, a enseigné pendant toute sa vie à l'université. Comme vous? Comme moi. 40 ans de sacrifice. J'ai rien demandé. Aujourd'hui, j'ai droit quand même à un minimum. C'est plus décent. C'est la décence. Est-ce que la République vous l'a rendu? Ah, c'est à la République qu'il faut poser la question, pas à moi. C'est à la République. En tout cas, je me suis sacrifiée. Je me souviens que j'ai enseigné dans le grand amphi de la faculté de sciences juridiques, qui fait à peu près 1500 places. Mais tous les ans, il y a à peu près 2500, 3000, voire 4000 personnes qui viennent de toutes les facultés ou même en dehors de l'université pour venir suivre mes enseignements. Pendant tout ce temps-là, chaque fois que des collègues venaient et restaient 1 an, 2 ans, ils fuyaient parce que l'amphi c'était dur. Autant de monde tous les jours devant soi. On ne sait pas qui est dedans, avec les risques, avec les plafonds qui tombent. La chaleur. J'ai dit je reste parce que j'ai envie que les Sénégalais aiment le droit. Vous avez entendu une femme comme Aïssatou Diop Fall, votre collègue, votre consoeur, qui me disait dans une émission, je venais tout le temps quitter la fac de lettres pour venir suivre vos cours. Donc, j'ai beaucoup fait et j'ai formé l'essentiel des cadres sénégalais et africains. Donc, j'ai mis le droit dans leur tête. Je peux lui dire, Fatou, en 97, 98, je faisais partie de vos premiers étudiants. Vous faisiez partie, non pas des premiers, hein. Donc, vous savez à quel âge? Vous avez commencé quand est-ce? En 80. Ah, donc j'avais 20 et quelques années. Ah non, moi, oui. que vous venez de commencer. J'étais comme les étudiantes, avec un petit pantalon, une chemise. Beaucoup plus jeune, hein? Donc, vous étiez beaucoup plus jeune en commençant. 20 et quelques années. Ah oui, c'est comme non, je suis venue très tôt. Fatou Camara aussi, elle a commencé tôt. Très tôt, en tout cas, oui, sans doute. Très tôt, je suis venue et je suis restée. Ah non, moi j'étais là en 80, à partir de 80... non, pas 97, qu'est-ce que j'ai au moment de l'année blanche, si. L'année blanche, c'est 98. Alors moi, j'étais là en 96, déjà 97, je pense. Ah oui, donc je vous ai dispensé le cours de droit civil. C'est ça. Alors, on reporte les retrouvailles. Ça fait plaisir. Hein? Oui, on reporte les retrouvailles à l'après-grand oral. Alors, Hassan, il faut passer après. Aujourd'hui, il faut que je donne la il faut le faire. Ça fait plaisir. C'est partagé. Donc, c'est pour vous dire que nous avons rendu un énorme service à la nation sénégalaise. Effectivement. Alors, on reparle du président Macky Sall qui a lancé un défi à tous ceux qui pensent que l'actuel régime n'a rien fait pour bien gérer les inondations. Beaucoup ont commencé à relever ce défi. Vous en faites partie. Moi, ce que je vais dire, c'est que on ne peut pas dire que l'actuel régime n'a rien fait. Il ne faut jamais faire ça. Nihiliste. Parce qu'il y a, oui, il ne faut pas être nihiliste. L'actuel régime a fait des choses. Mais moi, je serais prête à être la première personne qu'il va recevoir pour un débat autour des inondations. Vous savez pourquoi? Vous êtes prête? Je suis prête. Vous savez pourquoi? Parce que en 2012, quand j'étais candidate à l'élection présidentielle, la question des inondations occupait une place importante dans mon programme. J'ai énormément de choses à dire sur ça. Et puis, j'ai fait le terrain. J'ai vu que les inondations, eh bien, c'était une catastrophe pour Dakar et sa banlieue, mais c'était la même chose
en dehors de Dakar. Vous étiez à l'intérieur du pays il y a quelques jours. Moi, j'étais, à quelques jours. Il y a quelques jours, j'étais à Guidara, dans le village de ma mère. Alors, dans le Waalo. Mais Guidara a failli être avalé par les eaux du fleuve. Alors ça, il faut qu'on en parle. Parce que ce sont des personnes humaines qui sont à Guidara, dans le Waalo et ailleurs qu'à Dakar. Donc dans Dakar aussi, ce sont des personnes humaines. Kermassar a beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert. Avec les serpents, avec tous les reptiles dangereux. C'est des choses qu'il faut régler d'urgence. C'est possible. Je peux lui démontrer que c'est possible. Et je l'invite à un débat. Je lui demande que je sois la première personne qu'il reçoive dans le cadre d'un débat sur les inondations. D'accord. C'est une urgence signalée. Vous ne voulez pas être nihiliste, mais comment appréciez-vous ce qu'il a déjà fait et avec tout cet argent-là annoncé? Alors, sur cet argent annoncé, 10 milliards, le matériel, c'est une nécessité. Ça, c'est pour le plan Orsec, mais pour le plan décennal de lutte contre les inondations, par exemple, on parle de centaines de milliards. Le PDLI. Voilà, c'est ça, des centaines de milliards. 750, 776 Voilà, milliards. il faut qu'on évalue ce qui a été fait avec cet argent-là. Parce qu'avec cet argent-là, déjà, on peut avoir plus qu'un début de réponse. Le plan Orsec, c'est un plan ponctuel. C'est une question qu'il faut régler de manière définitive. Il y a beaucoup de pays dans le monde où l'eau est présente partout, mais qui ont su gérer, les inondations, où l'on passe. Moi d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Du temps du président Senghor, quand nous étions jeunes, que nous habitions là où se trouve le grand théâtre aujourd'hui, à la gare de Dakar. Parce que mon père était cheminot. Nous habitions des maisons sur pilotis. Il y avait des poteaux, des pieux qui soulevaient les maisons. Quand il pleuvait, c'était inondé. Mais nous étions très bien chez nous. Parce qu'il y avait des poteaux qui sous-tendaient la maison. L'eau était en bas. En dessous. Et puis, nous, on était chez nous, peinards, on regardait la pluie tranquillement tomber. Ça, c'est des réflexions. Quand on parle de zone non édificandi, même ça ne doit plus exister. Parce que vous savez qu'il y a des pays où on construit dans la mer. Alors, je dis dans la mer. Alors, si ce sont des flaques d'eau, il est tout à fait possible de régler le problème. Et même Venise, quand vous regardez Venise. Carrément dans l'eau. Absolument, Venise, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau, donc il y a la possibilité de faire quelque chose. Mais est-ce que véritablement il y a une réelle volonté politique? Mais ce que je veux dire là, et là où je voulais en venir, les 3 milliards là, pour appuyer les populations, ce n'est pas rien. Mais nous avons besoin d'une autre forme de gestion. Voilà, absolument. Cette distribution de miettes, ça vraiment, il faudrait que les populations elles-mêmes le refusent maintenant. La politique de tends la main, je te donne, ça, il faut qu'on l'arrête. Mauvaise habitude. C'est de mauvaises habitudes, ça. Et les populations elles-mêmes doivent savoir dire, même quand c'est dur, non langue. Voilà. Alors, il y a aussi la question du relogement des gens et le fait que Dakar soit vraiment toujours engorgé et tout ça. Toutes les infrastructures sont encore là, véritablement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire une politique désengorger Dakar, déloger les populations, comme ça avait été tenté avec le plan Djahaï, je pense, à l'époque. Mais j'espère que le ministre Fofana va regarder ailleurs qu'à Dakar et aux alentours. On parle d'équité territoriale. Moi, quand je voyage, je dis aux personnes qui m'accompagnent, regardez-moi toutes ces terres qui existent au Sénégal, qui ne sont pas occupées. Et tout le monde veut avoir un millième de lopin sur 150 mètres carrés. À Dakar, c'est pas possible. Et dans ces conditions, on peut considérer que Dakar et ses environs, c'est une bombe. Une bombe. Il faut déconcentrer, il faut descendre, il faut faire ailleurs. Il faut
introduire l'attraction ailleurs. Comme ça même, les Dakarois et ceux qui sont dans les environs vont aller ailleurs, respirer un autre air. Il semble avoir commencé avec Diamniadio, vous ne pensez pas? Nous risquons de nous étouffer. L'environnement ne nous permettra pas de vivre dans ces conditions. Alors Diamniadio, oui, mais Diamniadio, il faut y mettre tout ce qu'il faut. Il faut appeler. Il ne faut pas que les ministres eux-mêmes qui y étaient fuient pour revenir à Dakar. Chaque jour, chaque soir. Alors ils vont fuir, revenir. Les autres vont dire, ah, donc ici il y a des serpents. C'est pour ça qu'ils sont partis. Nous allons partir aussi. C'est ça, il faut installer de grandes infrastructures ailleurs qu'à Dakar. Dakar ne peut plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce grand oral reçoit professeur Amsatou Sow Sidibé. Il est 11h42. Alors on avance un peu, Hassan, pour parler du dialogue politique et surtout de cette polémique aussi autour du chef de l'opposition, le statut de l'opposition, entre autres. Qu'attendez-vous du dialogue? Vous souriez? Oui, ce que j'attends du dialogue, c'est qu'il règle encore une fois et de manière définitive ces problèmes qui minent la démocratie sénégalaise et les droits politiques des Sénégalais. Est-ce que vous êtes optimiste? Vous êtes optimiste par rapport à ce dialogue en cours? Alors, ce dialogue en cours règle quelques problèmes, mais je crains que nous n'ayons pas réglé en profondeur les problèmes. Lesquels, par exemple? Mais tout, par exemple, les élections, l'organisation des élections. Pourquoi c'est reporté? Mais parce que c'est miné. Calendrier électoral. C'est miné depuis d'anciennes élections. Très mal organisé. Ça fait des décennies, ça. Depuis longtemps. Que les élections ne sont pas bien organisées. Le fichier problématique. Les cartes d'identité problématiques. Tout est problématique. Alors, bon, on ne doit même pas s'étonner de ce que il y ait report des élections. On ne peut pas organiser des élections dans ces conditions. C'est le désordre total. Que faut-il faire? Il faut réorganiser en profondeur. Et je pense qu'il nous faut le temps de la réorganisation. Organiser des élections au mois de mars prochain, là, alors que le fichier, on n'en sait rien, alors que les jeunes n'ont pas eu la possibilité d'aller s'inscrire et d'avoir des cartes d'électeurs, eh bien ça, c'est un problème. C'est un problème. Comment le régler? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut qu'on le fasse avant qu'il y ait d'autres élections. Sinon, ce sera rebelote, tout le temps, on revient sur ça, c'est un problème. Donc vous êtes d'accord que ce report est inévitable? Ah, mais calculons. Objectivement, on est quoi? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois. 6 mois. Oui. Mars, vous savez qu'il y a cette convention de la CEDEAO qui dit que pas de réforme possible 6 mois avant. 6 mois avant 6 mois les élections. Oui. Or, il nous faut ces réformes. Absolument, monsieur Sam, n'est-ce pas? Absolument. Vous qui êtes juriste, vous ne savez pas. Alors, vous savez qu'on ne peut pas, objectivement, juridiquement, organiser les élections au mois de mars. C'est pas possible. Parce que le fichier, là, il faut le régler. Les réformes sur le parrainage, par exemple, il faut les faire. Puisqu'il n'y a pas de parrainage pour les locales. Il faut fixer le montant de la caution ou dire, c'est plus simple encore, et c'est mieux pour la démocratie, qu'il n'y a pas de caution. Mais soyons un pays civilisé. Dans les pays civilisés, qui parlent de caution comme ça pour les locales? Il faut permettre aux populations de vivre la territorialité, de participer à la gestion de leur localité. Quand on leur dit, vous n'avez pas d'argent, donc vous ne pourrez pas participer, c'est une catastrophe. Donc celui qui vient là-bas, là, qui est riche, qui va nous montrer ses milliards, lui, il va présider aux destinées de la population, c'est un problème.
Voilà. Et le statut de l'opposition et son chef? Ah, le statut de l'opposition et son chef. Vous savez que le dialogue politique, s'il donne des réponses aujourd'hui sur le statut de l'opposition et surtout sur son chef, il aura mis la charrue avant les bœufs. Ah oui? Absolument. Sur quelle base on va désigner le chef de l'opposition? Quels critères? Pourquoi après le référendum, tout de suite après le référendum, on n'a pas réfléchi sur les règles de mise en œuvre de cette question du statut de l'opposition? Donc, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Et ensuite, moi j'ai du mal vraiment à même parler de cette question de statut de l'opposition. Vous savez qu'il y a 3 entités. Il y a le pouvoir, l'opposition, les non-alignés. Pourquoi on ne réfléchit pas sur le statut des non-alignés? Vous en faites partie. Oui. Et vous savez que les non-alignés jouent un rôle fondamental dans le dialogue politique. La plupart, en quelque sorte des arbitres. Oui, la plupart des solutions acceptées par les 2 parties sont proposées par les non-alignés, qui ne sont ni le pouvoir, ni l'opposition, mais les non-alignés. Moi, je réclame solennellement que l'on réfléchisse autour de la question du statut des non-alignés. Il faut qu'on organise ça. On leur dit, allez participer aux rencontres politiques. Mais et leur statut, je préfère, moi, deviser, perdre mon énergie sur le statut des non-alignés plutôt que sur celui du pouvoir ou de l'opposition. Mais selon vous, sur quels critères devrait-on se fonder pour choisir le chef de l'opposition aujourd'hui? Mais ça, vous savez, vous me posez cette question. Au tenté où nous parlons, si je vous donne une réponse, c'est que ce n'est pas sérieux de ma part. C'est pas sérieux. Pourquoi? C'est une question d'une importance capitale. Ce n'est pas au pif qu'on y apporte des réponses. Il faudra des rencontres sérieuses autour de ça pour qu'on pose les critères. Chacun dit que je pense que c'est ça, et puis on fait peser sur la balance et on prend les réponses les plus objectives. Hassan? Oui, fondamentalement, toutes les questions que tu as posées, Fatima, vous avez posé toutes les questions. Donc, véritablement, madame, on en est toujours à un éternel recommencement à ce niveau. C'est-à-dire que chaque fois, c'est les mêmes questions qui reviennent, le fichier électoral, qui organise les élections, le calendrier électoral. Et véritablement, il faudrait peut-être dépasser ces débats-là. Et comment? Parce qu'apparemment, à chaque fois qu'on vérifie, y compris sur le 3e mandat, d'ailleurs, une question qui revient à chaque fois, depuis en tout cas Abdoulaye Wade, à chaque fois qu'il semble qu'on a verrouillé, on y revient encore, notamment sur le fichier, le 3e mandat, tout cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une fois pour toutes qu'on dépasse ces débats? Il faut une bonne gouvernance basée sur des principes, sur des règles. C'est ça. Quand on n'a pas... Dans des pays comme les États-Unis, la France... Et même dans des pays moins populaires. Oui, on a du respect vis-à-vis des règles d'organisation de la société. Ces gens de débat n'existent jamais. Oui, mais nous, lolo, daf ñuy ñàkkal fayda. Comme à chaque fois. Oui, il faut qu'il y ait des principes, il faut qu'il y ait des règles et que chacun accepte de les respecter. Surtout. Avec ça, on a la paix, la stabilité. Chacun sait où il va. S'il y a un contrat entre vous et moi, qu'on dise que c'est comme ça que ça doit se passer. Tous les jours, vous revenez me dire, je pense que ça ne doit pas être comme ça, mais comme... Moi aussi, j'en fais la même chose. Mais imaginez, c'est la même chose pour notre pays, notre cher pour la Sénégal. sous-région, en Guinée, en Côte d'Ivoire, où les gens, tripatouillent les constitutions. Ah là là, c'est gênant. C'est gênant. Parce que moi, ce que ça me fait penser de tout temps,
c'est que nous vivons vraiment une civilisation de l'oralité mal vécue. Parce que l'oralité, c'est l'engagement. C'est le respect de l'engagement. La parole. Alors, je dis mal vécu parce que pour eux, il y a un texte, un écrit qui s'oppose à l'oralité. On peut faire n'importe quoi dans un écrit. C'est ça notre problème. Une civilisation de l'oralité mal vécue, mal comprise. L'oralité, c'est le respect de l'engagement. La parole donnée à respecter. C'est sacré. Maintenant, on se dit, nous, on nous présente un papier. Pour nous, que vaut un papier? C'est ça. Alors, quand le papier est accompagné de discours, là, il faut dire que nous, on est africains et qu'on respecte la parole donnée. En Allemagne, vous savez, les Allemands sont connus pour le respect de la parole donnée. C'est ça le principe chez eux. C'est très sérieux aussi. Mais c'est ça. C'est ça. Et nous devons vraiment nous faire respecter. C'est la théorie de l'engagement unilatéral. Oui, c'est ça. Un droit des contrats. Non, dans le droit, en général. De manière générale, vous vous êtes engagé. La parole donnée, elle est sacrée. On se fait respecter comme ça, en respectant sa parole. Alors, une petite incursion dans le monde judiciaire pour parler de cette guéguerre entre l'Union des magistrats du Sénégal et le ministre de tutelle, Maître Malick Sall, qui traduit Souleymane Teliko, président de l'UMS, devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Que vous inspire toute cette affaire, professeur? Je dis d'abord que le juge Teliko peut compter sur mon soutien indéfectible. Oui, pour 2 raisons essentielles. D'abord parce que une crise de la justice, elle est dangereuse pour la République. Or, c'est ce que nous observons depuis quelque temps. Avec le Syjus, c'est le Syjus, le travailleur de la justice, qui était en grève pendant plus d'un an. Il faut dire pendant plus d'un an. Pourquoi je le dis? Parce que moi, j'en ai souffert. Lorsque j'ai voulu présenter un extrait de nationalité pour être candidate, il y a eu une petite erreur. Je n'ai pas pu corriger cette erreur parce que le Syjus était en grève. Et ça fait partie des motifs de rejet de ma demande au niveau du conseil. Qui a impacté sur votre candidature. C'est ça. Et puis maintenant, c'est la justice. Je ne sais pas, c'est les magistrats. Je ne sais pas ce qu'on reproche juste au parler juge. de Khalifa Sall. Au juge un avis sur l'affaire Khalifa Sall qu'il avait donné. Bon. Un avis technique. Hein, non, mais oui. Est-ce que ça, vraiment, ça vaut le coup de faire trembler la République? C'est un des piliers, c'est une des jambes de la République. Les mythes de la République. Pour revenir à... C'est ça, les mythes de la République. Ensuite, je crois qu'il n'est que temps pour qu'on se penche sérieusement sur la question de l'indépendance de la justice. C'est important, c'est un débat sérieux. On ne peut pas mettre la corde au cou de la justice comme ça. C'est pas possible. On n'aura pas de justice. Et si on n'a pas de justice, eh bien, ce sera la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ce sera comme chez les animaux. Le plus fort. Oui. Il faut que ici la justice joue son rôle. Voilà ce que je veux dire à ce propos. D'accord. Un autre soutien donc pour Teliko Hassan après la société civile. Nous terminons peut-être avec les ambitions de professeur. Absolument. Et Caroline, je vous Bonne laisse. question. Vous me laissez un peu le... Madame, juste savoir quelles sont vos ambitions politiques futures et quelles sont vos ambitions, votre programme. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous présenter comme candidate à la prochaine présidentielle ou maire d'une localité? Vous avez 5 minutes. Et fondamentalement aussi, en toile de fond, est-ce que vous regrettez ou vous regrettez votre engagement politique en tant que femme? Je ne regrette pas mon engagement politique. Vous savez,
Karl Lennon a été créé, c'était le mouvement citoyen Karl Lennon, Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines. Karl Lennon, Lennon, la rupture. Dès que je l'ai créé, on n'avait pas encore de récépissé. Je me suis présenté à l'élection présidentielle de 2012. Pourquoi? Parce que sur l'arène, dans la prise de décision, parmi les candidats, il n'y avait pas de femmes. Absolument. Et pourtant, le pays regorge de femmes de qualité, capables de tenir les rênes du pouvoir. Absolument, et de gérer ce pays. Donc, pour ça, rien que pour ça, j'ai dit Dieu merci. Parce que maintenant, les femmes ont conscience, elles n'ont plus cette crainte de se présenter à l'élection. Alors, moi, mon ambition, c'est de faire justement de Karl Lennon, qui est un parti qui met en valeur les personnes humaines et en avant les valeurs, parce que nous avons aussi créé la troisième voie politique pour un Sénégal des valeurs. C'est donc de faire de ce parti le premier parti du Sénégal. C'est ce que nous cherchons et nous y travaillons. Que Karl Lennon, qui est le parti qui protège les personnes, qui protège les valeurs, soit le premier parti du pays. C'est ça la chance du Sénégal. Si le Sénégal a un parti pareil, eh bien, il faut qu'il soit valorisé, ce parti. Il faut que les Sénégalais, ensemble avec le leader, se battent pour que ce parti soit au devant. Une partie de masse. Une partie de masse. Et que, donc, en sachant que le Sénégal ne pourra s'en sortir que si les personnes, si on connaît la valeur, la dignité, les droits des personnes, et qu'on promeut les valeurs. Parce que s'il y a des problèmes dans le pays, c'est que justement, une crise des valeurs. Il y a une crise des valeurs. Absolument. Alors, est-ce que vos ambitions présidentielles sont restées intactes? Vous savez, moi, je sors de la présidentielle de 2019. J'ai déposé un dossier. On m'a dit que, pour le parrainage, on m'a dit que la clé USB que vous avez présentée n'est pas bonne. On ne peut pas ouvrir. Donc ça, c'est récent. C'est le problème. La prochaine élection, ce n'est qu'en 2024. Entre-temps, il y a le travail pour le parti. Il y a le travail pour les Sénégalais. Moi, je suis sur le terrain. Partout où je peux aller aider les talibés, les femmes, etc. Pour les inondations, j'y vais. C'est ça, mais vous comptez vous représenter en 2024? 2024, c'est 2024 du bon Dieu. On n'y est pas encore. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, professeur Hamsatou Sow Sidibé. Merci beaucoup. Qui boucle avec un très joli sourire. Ça a été un grand plaisir pour nous. Merci, c'est la présidente de Karl Lennon que nous recevions, Hassan, qui fait aussi. Tout à l'heure, je me suis trompé de 10 ans. En fait, c'était en 86. 87. Ah oui, j'étais déjà là, ça faisait déjà 6 ans ou 7 ans. Voilà. Et j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État en 87. Ah, d'accord. Donc j'étais assistante. Oui, très bien. Et puis j'allais en France revenir. Voilà, c'est à ce moment-là que j'étais. Voilà. Mais qu'il ne vous fasse pas oublier le Alarba. Hein. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait, Diao Diallo pour la mise en onde technique de ce grand oral, un incroyable grand oral. Et Fatou Thiamgome et Hassan sont mettés au micro. On vous retrouve samedi prochain, Inch'Allah. C'est promis, ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui. Passez une très belle journée.